Alors, à la vidéo précédente, on a vu que lorsqu'on cherche à résoudre un problème avec de la turbulence, en général, on ne s'amuse pas à résoudre les équations de Navier-Stokes directement, hormis d'avoir un super ordinateur qui permet de résoudre ça à l'échelle microscopique. En général, on va se contenter d'une information moyennée. Donc, les équations de Navier-Stokes moyennées, alors ici NS pour Navier-Stokes moyennées, on a vu qu'elles s'écrivaient donc, elles ressemblaient énormément aux équations de Navier-Stokes, si ce n'est donc rajouter un terme supplémentaire, qui sont donc les contraintes turbulentes. Donc le tenseur, on l'appelle tenseur des contraintes turbulentes ou tenseur de Reynolds. Donc, on va mettre ici la notation précédente, donc on aura ici un divergence de U. Le gradient de pression appliqué à la pression moyenne. On rajoute donc les contraintes visqueuses, donc divergence en mu, divergence de la moyenne de U. À chaque fois j'oublie, il y a la masse volumique. Et on rajoute donc un tenseur supplémentaire. Ce tenseur-là, donc divergence, donc des contraintes turbulentes, ou tenseur de Reynolds. Alors, tenseur. On a vu donc qu'il s'écrivait comme étant la moyenne des fluctuations de vitesse. À un facteur moins rho. Alors, on va regarder donc un problème qui est donc par exemple l'écoulement d'une rivière ou l'écoulement dans un canal ou sur un plan incliné. Donc pour ça, on va avoir besoin d'une relation empirique. On va employer un des premiers modèles qui a été employé, qui donne d'assez bons résultats, qui s'appelle donc le modèle de longueur de mélange. Alors on verra pourquoi ça porte ce nom-là. Ou modèle, donc du nom de son inventeur, c'est toujours école allemande, le modèle de Prandtl. Alors, l'idée donc, c'est qu'on va, pour pouvoir résoudre cette équation de Navier-Stokes moyennée, dont les inconnus sont U, enfin les inconnus qui nous intéressent, c'est la moyenne de U et la moyenne de la pression, c'est donc d'avoir une relation qui nous permet de calculer le tenseur ici de Reynolds en fonction du champ moyenne de vitesse. Donc là, F, ce sera une fonctionnelle, donc avec un opérateur différentiel. Alors l'idée de Prandtl est la suivante. Alors, à l'époque, on avait parlé de la théorie des cinétiques, hein, vous vous souvenez de ces histoires de choc. Donc ça a quand même beaucoup nourri l'inspiration de Prandtl pour résoudre ce problème. Lorsqu'on a une paroi et qu'on a un écoulement turbulent, on va avoir donc des comportements erratiques. Et comme vous avez vu dans les vidéos, on va également avoir de la vorticité, donc on va avoir des tourbillons. Donc lorsqu'on cisaille un flux en turbulence, on va augmenter la dissipation d'énergie. Donc augmenter la dissipation d'énergie, ça veut dire, pour un fluide newtonien, ça veut dire que c'est comme si la viscosité du fluide était augmentée. Et du fait de la vorticité aussi, plus on a de tourbillons, et plus vous allez augmenter également la dissipation d'énergie. Donc l'idée de Prandtl a été de dire, est-ce qu'on ne pourrait pas écrire que, si je prends donc la contrainte de cisaillement qui va m'intéresser, est-ce que je peux, donc cette contrainte, là je leur ai écrit mon tenseur, j'aurais écrit ce qu'on avait vu lors de la précédente vidéo, donc on a moins ρ, et puis les composants, donc c'est le carré des fluctuations de vitesse, et puis les termes croisés, U', U', V'. Donc la contrainte de cisaillement qui va m'intéresser lorsqu'on va regarder ce qui se passe sur un plan incliné, hein, donc ça sera
le même terme, donc ça sera la moyenne U' V'. Donc cette contrainte, alors je l'appelle taux avec un indice T pour turbulent, donc la contrainte de cisaillement turbulent c'est moins ρ U'. Et la question posée par Prandtl, est-ce qu'on ne pourrait pas écrire que ça, c'est une viscosité turbulente, donc une sorte de loi de Newton généralisée, une viscosité turbulente, donc qui sera une constante, hein, si on veut traduire le caractère de turbulence, donc fonction de quelque chose, multipliée donc par le gradient moyen de vitesse. Y ici étant. Donc on retrouve cette loi de Newton qu'on avait vue dès le chapitre 1. Donc la contrainte, c'est un gradient de vitesse multiplié par une viscosité dynamique. Donc, comme on est en turbulence, qu'on va avoir d'autant plus de dissipation d'énergie qu'on a de tourbillons, et on va également avoir d'autant plus de dissipation d'énergie, donc une viscosité qui va accroître qu'on a de cisaillement. L'idée la plus simple, c'est de supposer que la viscosité ici, cette viscosité turbulente, elle dépend, alors il a tenté un modèle linéaire qui marchait, donc elle dépend elle aussi du gradient moyen de vitesse. Donc plus on cisaille, hein, ici mon fluide est cisaillé, j'augmente la viscosité, et puis on va également avoir un effet lié à la taille des tourbillons, donc c'est ce qu'on appelle du coup la longueur de mélange. Donc on va voir ces tourbillons-là qui ont une taille caractéristique qu'il appelle Lm, donc longueur de mélange. Donc on va avoir quelque chose qui est la forme ρ L M au carré. Alors je regarde les notes de cours. Donc ça doit être bon. Le carré. Voilà. Et là, l'hypothèse qui rajoute, c'est qu'on a une paroi solide, la taille des tourbillons à une certaine distance Y est forcément limitée, donc qui suppose qu'en fait, on a une relation qui, lorsqu'on se passe à une altitude donnée, une profondeur donnée, qui lie la longueur de mélange et la taille. Donc on va supposer que lorsque vous êtes ici, les tourbillons en fait qui vont affecter ce point-là, c'est les tourbillons qui ont à peu près cette taille ici. Donc il va supposer que la longueur de mélange, c'est une constante, qui va s'appeler la constante de von Karman. Et on va voir que cette constante, elle vaut à peu près 0,41, multipliée par Y. Donc si je résume, quand j'ai un écoulement turbulent, au niveau d'une paroi solide, je vais avoir donc la viscosité turbulente qui va être le produit donc, du taux de cisaillement. Plus je cisaille, plus j'augmente ma viscosité, et d'un terme ici qui dépend de la distance à la paroi et qui va traduire l'effet de la vorticité. Donc plus je m'éloigne de la paroi, plus j'ai potentiellement des vortex importants et j'ai un brassage du fluide important qui va jouer sur la dissipation d'énergie. Donc cette loi-là, c'est ce qu'on appelle la loi de longueur de mélange ou la loi de Prandtl. Donc je la réécris. Hein. On va avoir donc, la contrainte de cisaillement turbulent, c'est moins ρ U', V'. Et donc ça c'est la définition théorique. La loi empirique, c'est de supposer, donc pour l'équation de fermeture ici, c'est de supposer que ça va s'écrire ρ kappa multiplié par Y, donc c'est au carré, et je multiplie par la vitesse de la moyenne, donc le taux de cisaillement moyen. Donc ça, et donc ça c'est la viscosité, et je remultiplie en fait ici par mon taux de cisaillement, donc le terme ici, il est au carré. Alors vous voyez la différence par rapport à la contrainte visqueuse ici. La contrainte visqueuse, alors je vais mettre un indice V pour la distinguer. Donc la contrainte visqueuse, c'est mu du sur dy. Donc là, la viscosité est constante, alors que là, la viscosité en turbulence varie. Et puis, lorsqu'on a une contrainte visqueuse, on a une linéarité. Et
En revanche, lorsqu'on a une contrainte qui est turbulente, on voit que la contrainte va dépendre du carré du taux de cisaillement. Et donc la viscosité dépend de la distance à la fin. Alors, ça c'est le modèle de Prandtl. On va voir maintenant les conséquences lorsqu'on va étudier ce qui se passe pour une rivière ou un écoulement dans un canal sur un fond incliné.